Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1. Voici les grands titres de ce 20h. Les travaux de réhabilitation de l'axe Manzouan-Oyen vont bientôt démarrer. L'annonce a été faite par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly lors de l'inauguration de l'usine de lixiviation cuve de la mine d'or d'Iti. Il a aussi évoqué la réalisation d'autres infrastructures dans les domaines tels que l'éducation et la santé. Quelle pourrait être l'implication de la jeunesse dans le renforcement du climat social en Côte d'Ivoire? Le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, Mamadou Touré, a échangé sur la question avec plusieurs associations de jeunes. Elles ont décidé de s'investir dans la paix. La 14e Assemblée générale de l'Association des raffineurs et distributeurs d'Afrique a refermé ses portes en Afrique du Sud. Les professionnels du pétrole ont planché sur un carburant de qualité sur le continent. Ils appellent à renforcer l'investissement dans le secteur. Le redressement de la société ivoirienne de raffinage a été cité en exemple. Ce dimanche, jour de culte pour les fidèles chrétiens, a été entaché au Burkina Faso. Une église catholique a été la cible d'hommes armés à Dablo, village situé dans le centre-nord du pays. Le bilan est lourd. 6 personnes, dont le prêtre, ont été tuées. Soyez les bienvenus sur RTI1. L'activité minière dans le département de Zouan-Oyen ouvre une nouvelle ère de développement pour la région. On enregistre déjà des retombées. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, lors de l'inauguration de l'usine de lixiviation en cuve de la mine d'or d'Iti, a annoncé la réfection des voies, notamment la réhabilitation de l'axement d'Anané Zouan-Oyen. Le reportage sur place de Mamadou Kwasi. C'est en 1982 que l'axe Manzouan-Oyen a vu son premier bitume. 37 ans après, que de difficultés pour circuler sur ce tronçon. La route est dans un état très piteux. 4 heures pour parcourir cet axe. Cette préoccupation a été portée par le ministre Albert Mabry Touakus, président du conseil régional de Tonkoui, au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, lors de la cérémonie d'inauguration de l'usine de la mine d'or d'Iti. C'est la réhabilitation de l'axe Manzouan-Oyen qui est attendu par l'ensemble des populations. Si nous devions venir par la route ici, c'est les 3 heures de route pour faire 120 km. Mais, Monsieur le Premier ministre, nous voudrons vous remercier pour les travaux qui vont être lancés aussi dans les prochaines semaines du bitumage de l'axe Zouan-Oyen tous les pleux. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a rassuré la population du début effectif des travaux de réhabilitation de cet axe. Le président de la République nous a instruit d'élaborer un vaste programme routier qui est en cours de mise en œuvre. Nous reviendrons bientôt, puisque la société est connue, le contrat est signé, nous reviendrons bientôt pour lancer les travaux de la route Man-Danané-Zouan-Oyen. À cette occasion, cette entreprise pourra donc effectuer les travaux de voirie nécessaires au niveau de Zouan-Oyen. La route n'a pas été le seul problème abordé. Le Premier ministre a également exhorté la population au renforcement de la cohésion sociale et à la paix, gage de développement des régions du Tonkoui et du Cavali. Je vous recommande de saisir en toute situation le préfet, qui nous rendra compte de vos difficultés afin que des solutions appropriées soient trouvées. C'est important d'insister sur cet aspect pour que plus jamais des questions de violence ne puissent ressurgir dans votre région. Quels que soient les conflits, quelles que soient les difficultés, faisons en sorte de préserver la paix dans notre pays. Des projets de bitumage sont en cours d'exécution dans le district des montagnes. Il s'agit de l'axe Bloleken-Zouan-Oyen, en passant par tout le Pleu, et l'axe d'Anané frontière de la Guinée. Nous avons un invité sur ce plateau. C'est un visage connu, Madame Carmen Mereb Doumbia, ancienne présentatrice du journal sur la première il y a quelques années, sur RTI bien sûr. Carmen Mereb Doumbia est aujourd'hui directrice de l'information et de la communication et porte-parole de l'Assemblée nationale. L'institution est à la une des journaux depuis quelques jours. Il est question du Parlement de la CEDEAO et du Parlement panafricain. Mais qu'en est-il exactement? Madame Carmen Doumbia est avec nous. Elle a une déclaration à nous lire. Merci Marie-Laure. Effectivement, depuis quelques jours, l'Assemblée nationale fait la une de certains journaux et il est bon de faire une mise au point.
Alors, depuis quelques jours, certains journaux titrent sur un supposé malaise au sein de la délégation de la Côte d'Ivoire au Parlement panafricain en Afrique du Sud et au Parlement de la CEDEAO à Abuja, au Nigeria. Ce qui est lu dans la presse et les réseaux sociaux fait croire que cette situation serait le fait du président de l'Assemblée nationale de notre pays, M. Amadou Soumaoro. Il faut retenir ceci. Concernant le Parlement panafricain en Afrique du Sud, à l'instar des 54 pays siégeant au Parlement panafricain, la Côte d'Ivoire doit y être représentée par 5 parlementaires. La Côte d'Ivoire n'avait pas encore de Sénat. Il a toujours été représentée depuis 2012 par 5 députés qui ont déjà prêté serment, l'un en mars 2017 et 4 en mai 2018. Ceux-ci ont donc été invités le 16 mars 2019, conformément aux dispositions réglementaires du Parlement panafricain, à participer à la présente session ordinaire. Une fois en Afrique du Sud, la délégation a été informée que 2 sénateurs ivoiriens ont été désignés par le Sénat sur invitation du président du Parlement panafricain, créant de ce fait une surreprésentation de la Côte d'Ivoire. À la réunion du bureau du Parlement panafricain, le samedi 4 mai 2019, le secrétariat a suggéré au président du Parlement panafricain de référer au texte et à la jurisprudence en la matière. En effet, quelques années auparavant, le Cameroun et le Kenya avaient connu une situation similaire et donc, conformément au règlement, le Parlement a demandé aux membres du Sénat de participer à la session en tant qu'observateurs. Le président du Parlement panafricain, l'honorable Roger Nkodo Dang, en a décidé autrement. Il a fait prêter serment aux 2 sénateurs ivoiriens le lundi 6 mai 2019 sans que leur dossier n'ait été endossé par la commission permanente des règlements en charge de l'accréditation des candidatures. Le mardi 7 mai, lors de la séance plénière, les députés du Parlement panafricain ont dénoncé la dite prestation de serment et ont purement et simplement demandé son invalidation, car elle viole les textes de l'institution et ignore la jurisprudence. La plénière a adopté cette décision. Mais le jeudi 9 mai, la plénière, ayant constaté la présence des 10 sénateurs ivoiriens dans l'hémicycle, n'a pas validé leur participation aux travaux. Au regard donc de ces faits, nous infirmons toutes les allégations à l'encontre du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, M. Amadou Soumaoro, qui n'est lié ni de près ni de loin à cette affaire. Le Parlement panafricain, en tant qu'organe de l'Union africaine, est une institution indépendante qui siège et prend ses décisions en toute liberté, la plénière étant souveraine. Il est à préciser que, contrairement aux écrits de certains médias et presse en ligne, la délégation de la Côte d'Ivoire n'a à aucun moment demandé au Parlement panafricain de désigner 3 députés sur les 5 présents pour occuper les sièges du pays. D'ailleurs, cela aurait été une immixtion inacceptable et une violation flagrante du règlement intérieur de l'institution. Concernant le Parlement de la CEDEAO à Abuja, le Parlement ivoirien est représenté au sein de ce Parlement par une délégation de 7 députés qui ont prêté serment en février 2016 et en mars 2019 au titre de la présente législature qui court jusqu'à la fin de l'année 2019, article 18.2 de l'acte additionnel. Avant le terme de la législature, les parlements nationaux, membres du Parlement de la CEDEAO, sont autorisés à désigner par avance et à communiquer au secrétariat du dit Parlement la liste de leurs membres devant siéger au cours de la prochaine législature, donc la prochaine législature 2020-2024. Ces désignations se font dans la dernière année de la législature. C'est donc conformément aux dispositions des textes réglementaires régissant le Parlement de la CEDEAO que l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a déféré à cette exigence en désignant ses députés devant siéger lors de la prochaine législature. Au nombre des députés désignés figurent des députés dont le mandat au Parlement de la CEDEAO est renouvelé. C'est le cas de 5 députés, des députés nouvellement désignés,
2 en l'occurrence, en remplacement de 2 anciens membres de ce Parlement, ceci en parfaite conformité avec les dispositions régissant aussi bien l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire que le Parlement de la CEDEAO. Le courrier de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire est tout simplement parti un peu plus tôt. Il devait partir au mois de juillet. Les 2 présidents se sont parlé et ils se sont compris. Le courrier réponse de la CEDEAO qui circule dans la presse et les réseaux sociaux, qui serait adressé au président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, n'est jamais arrivé à l'Assemblée nationale. Pour l'Assemblée nationale, ce courrier n'existe donc pas. Le registre de service courrier en fait foi. L'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire est la 2e institution de notre pays. Le Parlement de la CEDEAO est une institution importante de la sous-région. À ce niveau de représentation, il existe des canaux officiels de transmission de correspondance. On se comprend. L'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire demande donc aux médias de faire preuve d'équité, de responsabilité et de professionnalisme dans la recherche et dans le traitement de l'information afin d'éviter de telles allégations qui ternissent l'image de nos institutions et de notre pays, la Côte d'Ivoire. Fait à Abidjan, le 12 mai 2019, l'Assemblée nationale. Je vous remercie. Alors, Mme Carmen Doumbia, éclairez-nous en ce qui concerne le courrier du Parlement de la CEDEAO. Vous confirmez, est-ce que l'Assemblée nationale n'a pas reçu ce courrier? Non, l'Assemblée nationale n'a pas reçu ce courrier. Le vendredi, en fin d'après-midi, le directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale, M. Amadou Soumaoro, et le secrétaire général de l'Assemblée nationale ont fait le point de courrier de ce genre dans le registre des courriers arrivés. Il faut préciser que l'Assemblée nationale est en parfaite harmonie avec les règles de la CEDEAO. Alors, à propos du Parlement panafricain, la session a été perturbée, semble-t-il, par le blocage de la journée du 9 mai. C'est ce qu'on a lu dans les journaux. Effectivement, le chef de délégation de la Côte d'Ivoire en Afrique du Sud en a parlé dans son rapport. Il y a eu effectivement le 9 mai une perturbation. Mais il faut préciser que cette perturbation n'est pas du tout liée à la présence de la délégation ivoirienne. C'est une perturbation liée essentiellement à une grève observée par le personnel du dit Parlement. Ils ont usé leur droit de grève pour s'exprimer sur un certain nombre de mécontentements qu'ils voulaient porter à la connaissance de leur président. La Côte d'Ivoire n'a rien à y voir. D'accord. Alors, qu'en est-il des dames qui ont été annoncées dans le bureau de l'Assemblée nationale et qui ont signé par la suite une lettre disant le contraire? Vous faites bien de poser cette question afin qu'on puisse clarifier également cette situation parce que dans les journaux, on en parle. Il faut dire que le bureau de l'Assemblée nationale a été élu en toute légalité le 6 mai dernier. Et sur cette liste figure effectivement le nom de ces 2 honorables dames, ces 2 honorables députées, Madame Kamara Kinaya Juliette et Madame Anigo Atumbre Afoué. La première en tant que vice-présidente et la seconde comme secrétaire. Elles ont été élues, elles ont participé le lendemain à la première réunion mensuelle du bureau de l'Assemblée nationale. La liste de présence en fait foi. Elles ont eu une contribution qui affirmait leur participation. Malheureusement, nous avons constaté le lendemain dans la presse une lettre qui disait autre chose. Alors, il faut maintenant qu'on s'interroge. Y a-t-il pression morale? Espérons que ce ne soit pas parce qu'elles sont femmes. Toujours est-il que l'Assemblée nationale poursuit ses travaux. Le président de l'Assemblée nationale, M. Amadou Soumaoro, en tant qu'oufouettiste, est un homme de dialogue. Il est ouvert au dialogue et il reste ouvert au dialogue. Les places de ces dames sont encore au sein du bureau de l'Assemblée nationale. Lorsque les tensions se seraient apaisées dans les différentes chapelles politiques, elles reprendront leur place sans problème. Et il reste donc ouvert à ces dames? Bien sûr. Merci beaucoup à Mme Carmen Doumbia. Comme à tous les autres députés. Oui, merci beaucoup pour cet éclairage. Je rappelle pour les téléspectateurs que vous êtes la directrice de la communication et de l'information de l'Assemblée nationale. Vous êtes également la porte-parole de cette institution. Merci d'être passée sur ce plateau qui vous a manqué. Un peu oui, mais bon,
La vie continue et je vous remercie, Marie-Laure Ngoran. Merci beaucoup. Merci d'être passé nous voir. L'axe Ouagadougou-Yamoussoukro se renforce avec le traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire, Burkina Faso. Dans le cadre de ce traité, une délégation d'étudiants burkinabés en communication va bientôt séjourner ici à Abidjan. Le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Touré, prépare l'événement. C'est une visite de partage d'expériences entre les étudiants du Burkina Faso et le père de l'Institut des sciences techniques de la communication ISTC Polytechnique d'Abidjan, Franck Wadio. Les étudiants de l'Institut des sciences et techniques de la communication ISTC Polytechnique d'Abidjan et ceux de l'ISTIC, Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication du Burkina Faso, ensemble bientôt sur le sol ivoirien pour une visite d'imprégnation des étudiants burkinabés. La réunion préparatoire est présidée par le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Touré. Ceci est un motif de fierté parce que ces étudiants viennent certes s'imprégner, mais aussi partager leurs expériences avec les autres étudiants ivoiriens. C'est toujours un moment agréable. J'ai trouvé utile de les recevoir pour m'en informer, mais surtout que les dispositions les meilleures soient prises pour accompagner cette délégation qui viendra en Côte d'Ivoire dans quelques semaines. Déjà, en termes de perspective, nous sommes en train de travailler ensemble avec ISTC à booster ce que nous appelons le REFICA, qui est le réseau des écoles et instituts de formation en information, communication et cinéma d'Afrique que nous avons initié ensemble. Et actuellement, nous avons un certain nombre de pays de la sous-région, à peu près 7 à 8 pays qui sont déjà membres. Et avec ISTC, nous travaillons à ratisser large. Une visite d'imprégnation d'étudiants burkinabés qui n'est pas la première du genre. L'ISTIC et l'ISTC sont en partenariat. L'action s'inscrit dans le prolongement formel du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, Mamadou Touré, est aussi à l'écoute de la jeunesse. Il vient justement d'échanger avec plusieurs associations de jeunes de Côte d'Ivoire. Ils ont évoqué ensemble l'implication de la jeunesse dans le renforcement du climat social en Côte d'Ivoire. Et à l'issue de cette rencontre, les jeunes ont pris l'engagement d'être de véritables acteurs de paix. Nous sommes le 12 mai aujourd'hui, c'est la journée internationale de l'infirmière, un événement célébré en Côte d'Ivoire depuis 2 ans pour élever les nobles actes accomplis par les infirmières et infirmiers pour notre santé. L'édition 2019 a été célébrée dans la commune du Plateau en présence du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique et le slogan de cette journée, la profession infirmière, une voie faite pour diriger la santé pour tous. Franck Wadio. Le temps d'une célébration, les infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire abandonnent leur blouse pour commémorer la journée internationale de l'infirmière. En Côte d'Ivoire, selon la tutelle, ils sont plus de 12 450 et assurent pratiquement 70% du service sanitaire. Une journée pour sensibiliser les infirmiers et infirmières pour des soins de qualité. Avec les moyens que le ministère de la Santé met en place, nous essayons chaque jour de faire de la qualité pour nos différents patients qui nous visitent. Donc sur le plan de la technicité du soin, il n'y a pas de souci. Les infirmiers, à l'instar des autres agents de santé, contribuent à la réalisation du 3e objectif du développement durable ODD, permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge. Les instructions du président de la République, c'est de donner des soins de santé de qualité et de proximité. Or, celui qui dans le corps de la santé, celui qui assure mieux, celui qui veille au mieux aux soins de santé de proximité, c'est bien l'infirmier. Voyez, là où il y a un établissement de santé, il y a toujours au moins un infirmier. Lorsque les autres corps de métier manquent, le système de santé doit sa performance d'abord au corps infirmier et infirmière. Le représentant résident de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, Jean-Marie Vianney Maurice Yameogo, saisit l'occasion pour annoncer une nouvelle ère de collaboration avec le corps infirmier à travers des appuis techniques et logistiques. La profession infirmière, une voie faite pour diriger la santé pour tous, c'est le thème choisi pour la 3e édition de la Journée internationale de l'infirmière en Côte d'Ivoire.
Et on revient sur la rencontre entre le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, Mamadou Touré, avec les associations de jeunes. Ils ont évoqué ensemble l'implication de la jeunesse dans le renforcement du climat social en Côte d'Ivoire. Et à l'issue de ces échanges, les jeunes ont pris l'engagement d'être de véritables acteurs de paix. Godfrey Okambawa. 3h30 d'échanges, d'explications et de vérité entre la jeunesse des associations issues de différentes régions de Côte d'Ivoire et la tutelle. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes s'est prononcé sur les questions d'actualité et celles liées à l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Cette initiative de la coordination du projet Jeunes, Paix et Sécurité de l'ONG UNDESA du département des affaires économiques et sociales des Nations Unies vise au renforcement du dialogue entre les autorités et la jeunesse ivoirienne. Sans paix, il n'y a pas de développement, sans paix, il n'y a pas d'éducation, sans paix, il n'y a pas d'emploi pour nous, la jeunesse. Nous voulons faire en sorte que les jeunes soient de véritables acteurs de la paix et de la sécurité. Occasion pour les jeunes de comprendre la situation du pays et de s'informer des nombreuses actions menées par l'État de Côte d'Ivoire pour leur offrir un avenir meilleur. Le gouvernement est disposé pour ramener la paix au sein de la jeunesse, pour le vivre ensemble. Pour le ministre Mamadou Touré, cette rencontre est une belle initiative. Elle vient apporter des messages pour rassurer la jeunesse. Vous avez des activités génératrices de revenus avec le financement direct aux jeunes. Nous avons près de 130 000 jeunes les 2 prochaines années qui vont bénéficier donc de ce financement. Nous avons une jeunesse mature, une jeunesse responsable, une jeunesse qui a son opinion propre sur ce qu'est le présent et l'avenir de ce pays. Nous avons un gouvernement qui a pour souci majeur d'œuvrer pour l'épanouissement donc de la jeunesse. Enfin, j'ai invité tous ces jeunes à être des acteurs de paix et de préservation de la cohésion sociale dans notre pays. Cette année, ce sont 10 millions de francs CFA offerts aux fêtières. Pour l'année prochaine, ce sera 100 millions que les fêtières recevront pour leur permettre d'entreprendre. Le ministre a par la suite souhaité que les jeunes ne soient pas des instruments de déstabilisation, mais des partenaires pour le développement d'une Côte d'Ivoire émergente. Nous partons pour l'Afrique du Sud, où la 14e Assemblée générale de l'Association des raffineurs et distributeurs d'Afrique a refermé ses portes. Les professionnels du pétrole ont planché sur un carburant de qualité sur le continent. Ils appellent à renforcer l'investissement dans le secteur. Le redressement de la société ivoirienne de raffinage, la CIR, a été cité en exemple. Jean-Jacques Kwame. Du carburant de qualité pour un air moins pollué, c'est une réduction des dépenses en santé pour les États africains. Cet objectif que s'est fixé l'Association des raffineurs africains ARA à travers sa feuille de route Afrique allant de l'étape 1 à 5 prend fin en 2025. Pourtant, sa finalisation tarde avec une stagnation au niveau 3. En cause, le coût des investissements. D'où le thème « Renforcer l'investissement dans l'aval pétrolier africain » choisi pour la 14e Assemblée générale de l'association tenue à Cape Town en Afrique du Sud. Pays à l'honneur pour ce rendez-vous annuel qui a réuni plus de 600 participants, la Côte d'Ivoire, avec le ministre de l'Énergie Abdourahmane Nansissé, comme invité spécial. Point exposé au cours de la conférence par le ministre le redressement de la société ivoirienne de raffinage. Nous avons aidé sous l'impulsion du président et du gouvernement, mis en œuvre une facilité d'environ 660 millions de dollars qui ont permis justement d'apurer la totalité de la dette de la CIR. Donc cela a été conclu en décembre 2018. L'ensemble des prêteurs et l'ensemble des fournisseurs de la CIR ont été effectivement payés. Donc aujourd'hui, notre raffinerie a un bilan qui est complètement à niveau et nous abordons le futur avec beaucoup de sérénité. Un exemple à suivre pour les autres États africains selon le secrétaire exécutif de l'ARA. Nous sommes un secteur à pleine maturité, voire en décalance puisqu'on parle d'énergie de substitution, on parle de l'électrique, mais le pétrole va en rester encore très longtemps dans le transport, la source principale d'énergie. Et donc, il faut que les raffineries le méritent, donc les gouvernants doivent faire leur part, mais c'est vrai que les industriels aussi doivent faire leur part. Créée en 2006, l'ARA, qui fait de la qualité du carburant son cheval de bataille, compte 37 raffineries membres sur les 42 opérationnelles du continent africain.
Sur place ici, en Côte d'Ivoire, le mouvement citoyen Génération Gagnante continue de faire parler d'elle sur le terrain politique. Le mouvement est présidé par Lansine Diaby, DG du Fonds d'entretien routier, compte 18 coordinations. Après les coordinations régionales du Go et département d'Oumé, le coordonnateur des villages Atchan a été installé par les ministres Claude Danho-Poulin et Bruno Koné-Nabagné, cadre du RHDP. Le reportage de Konaté Moussa. Le peuple Atchan s'engage avec le mouvement citoyen Génération Gagnante pour la promotion des actions de développement du chef de l'État Alassane Ouattara. Pour porter sa voix, Diamadibi Antoine est nommé coordonnateur des villages Atchan. Je mesure l'ampleur de la mission. Je suis convaincu qu'avec le soutien de tous et vos conseils avisés, nous saurons ensemble relever le défi de développement économique, social et politique des populations des 63 villages que compte notre peuple. Le mouvement citoyen Génération Gagnante poursuit donc son action d'occupation du terrain. Le président Lansine Diaby explique aux populations les objectifs du mouvement. Génération Gagnante est un mouvement citoyen créé et lancé pour recueillir les préoccupations des populations et les faire remonter au pouvoir public afin de trouver les meilleures solutions. GG a pour boussole le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Les ministres Claude Danho-Poulin, parrain de la cérémonie, et Bruno Nabagné-Koné, représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, félicitent les acteurs du mouvement pour leur initiative en faveur de la promotion de l'action gouvernementale. Je voudrais saluer le président de Génération Gagnante pour avoir eu cette initiative pertinente de rassembler les jeunes générations. Et je voudrais que les jeunes générations que nous sommes, les Tchaba, nous soyons les artisans de la cohésion dans nos villages, que nous soyons les artisans de paix et les promoteurs du progrès. Je salue le travail remarquable qui est fait par ce mouvement Génération Gagnante, qui est fait par ce groupe de jeunes cadres à travers tout le pays. Ils ont décidé de continuer à soutenir l'action du président Alassane Ouattara, à soutenir l'action du gouvernement du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Ils ont décidé de sillonner toute la Côte d'Ivoire, d'occuper le terrain pour rétablir la vérité partout où cela est nécessaire. Chers amis de Génération Gagnante, vous avez décidé d'être une génération gagnante, c'est-à-dire une génération responsable, une génération qui n'est pas laissée pour compte, une génération qui s'engage à travailler pour transmettre à ses cadets plus qu'elle n'aura reçu de ses aînés. Je salue donc, au nom de M. le Premier ministre, cet engagement responsable qui fera de vous une génération qui gagne. Créé en décembre 2017, le mouvement citoyen Génération Gagnante compte à ce jour 18 coordinations. En plus de la coordination des villages Atchan, les coordinations régionales du Go et départementales d'Oumé sont déjà installées. Ce dimanche, jour de culte pour les fidèles chrétiens, a été entaché au Burkina Faso. Une église catholique a été la cible d'hommes armés. À Dablo, village situé à quelques kilomètres de Kaya, dans le centre-nord du pays. Le bilan est lourd. 6 personnes, dont le prêtre, ont été tuées. Les assaillants sont arrivés alors que débutait la messe et ont tiré sur les fidèles. C'est la première fois dans le pays qu'une église catholique subit une attaque terroriste. Je vous propose à présent le reste de l'actualité à l'étranger dans le 7 sur 7. Voyons ce qui a marqué l'actualité internationale cette semaine avec Woyon Télé Soro et Abou Sanogo. Une explosion d'un camion-citerne renversé dans une manœuvre maladroite du chauffeur à Niamey cause la mort de 58 personnes. Attirées par la récupération circonstancielle de l'essence, les victimes sont prises au piège du feu déclenché sur le carburant près d'une station du pays. Dans le périmètre de l'incident, 37 habitants sont brûlés, ainsi que des véhicules et des motos.
Évasion d'Évariste Ilunga et de Tchiani en République démocratique du Congo. Mardi, les principaux accusés du maître des experts onusien Michael Sharp et la suédoise Zaida Catalan se sont échappés de la prison de Kananga, située dans le centre du pays. Ilunga et Tchiani ont profité de la faille occasionnée par un mouvement de plainte des prisonniers et d'une baisse de vigilance de la sécurité. Révision constitutionnelle au Togo. Mercredi, les députés togolais ont adopté la nouvelle constitution du pays. Cette validation offre une possibilité de 10 ans que Faure Gnassingbé pourrait passer au pouvoir. L'opposition a réagi au caractère des tests légaux qui ne prennent pas en compte les anciens mandats présidentiels et instaurent le départ de zéro. Le président de la République est élu pour 5 ans, renouvelable une fois. Le mandat des députés est rallongé d'1 an, avec désormais 6 ans. Au Sénégal, le dialogue politique entamé jeudi s'est déroulé avec l'absence remarquée des leaders de l'opposition. Ces derniers envisagent une autre formule de concertation dénommée Commission paritaire indépendante de formation politique. L'approche du pouvoir sénégalais vise à tirer les leçons de la récente présidentielle en évaluant le processus électoral dans son entièreté. La 34e liste française pour les élections législatives européennes a finalement été validée vendredi par le ministère de l'Intérieur sur avis du Conseil d'État. La mention manuscrite à certains documents remis par les candidats a été complétée la veille par les membres de la liste Une Europe au service des peuples, liste élaborée par le Parti de l'Union des démocrates musulmans français. Comparativement à 1999, ce sont 14 listes de plus côté français pour le scrutin européen du 26 mai 2019. Au sud-ouest du Pakistan, un hôtel de haut standing a essuyé une attaque d'hommes armés, parmi lesquels 4 ont été tués. Cet acte terroriste perpétré dans la ville portuaire de Ghada a fait 1 mort. Le Front de libération du Baloutchistan, établi dans la région, a revendiqué l'attaque. En avril dernier, 14 passagers étaient abattus dans la même zone. L'ANC, le Congrès national africain, gagne une nouvelle fois les élections sud-africaines. L'ANC vient de remporter les législatives du pays avec 57,5% des suffrages exprimés. Cette victoire a permis au chef de l'État, Cyril Ramaphosa, d'être élu par les députés de la nation arc-en-ciel. Le président Ramaphosa sera investi pour un nouveau mandat le 25 mai prochain. Voilà, ainsi va le monde. Merci de nous avoir suivis. À 23h, retrouvez Michel Mambo et demain 20h, Fatou Fofana. Très belle soirée. CRTI.